Bienvenue dans À l'épreuve des faits. Invitée cette semaine, Hélène Conway-Mouret, ministre des Français à l'étranger. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Les sujets ne manquent pas, le sort des otages bien sûr, mais la fiscalité des Français installés à l'étranger, les exilés fiscaux, l'enseignement. Nous aborderons tous ces thèmes dans quelques instants pour vous interroger. Mathieu Croissando du Parisien, notre partenaire, et Frédéric Delpech. Bonjour à vous deux. Auparavant, votre portrait, c'est la tradition dans cette émission. Il est signé, comme toutes les semaines, par Aurélie Casse. Elle a appris sa nomination par un appel inconnu, presque autant inconnu que son ministère, les Français de l'étranger, et son nom, Hélène Conway-Mouret. Et pour cause, elle a passé plus de 20 ans de sa vie hors des frontières médiatiques françaises, en Irlande. Dublin, ce devait être à l'origine un simple séjour linguistique, choisi au hasard, sur une carte, mais la Française tombe amoureuse du pays, un coup de foudre partagé, elle y enseigne le français tout en s'engageant politiquement bien à gauche. Conseillère de l'Assemblée des Français de l'étranger en 1997, elle crée une section du Parti socialiste à Dublin. En 2011, elle est élue sénatrice des Français de l'étranger. La promotion est fulgurante. Elle passe du Palais du Luxembourg au Quai d'Orsay. Mais Hélène Conway n'est pas le premier choix du président. Il lui préférait la franco-canadienne Axelle Lemaire, députée des Français de l'étranger. Aujourd'hui, la ministre fait l'actualité à cause de la prise des otages français au Cameroun. Et quand certains ministres en disent trop... Juste avec la prudence d'usage, mais je viens d'avoir comme information à confirmer, mais elle semble qu'elle est confirmée, que nos otages au Cameroun ont été libérés. La ministre préfère jouer la carte de la discrétion. Il faut penser à leur famille et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de discrétion dans la diplomatie. Vous savez, il y a des domaines où il faut dire le moins possible. La prudence et un flegme très britannique, l'assurance de ne commettre aucune gaffe. Bien, Hélène Conway-Mouret, sur ce portrait, quelque chose à ajouter, à dire, un commentaire L'appel n'était pas de la part d'un inconnu, c'était quand même le Premier ministre qui me demandait si j'acceptais de prendre ce ministère. Bon, c'était un fou plombé. C'est vrai que c'était dans une station de métro et ce n'était pas attendu. Bien, voilà pour la petite anecdote. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On vient d'en parler à travers le sujet d'Aurélie. Est-ce que vous avez des nouvelles des otages français à l'heure actuelle ? Écoutez... Non, mais si nous en avions, je crois que le chef de l'État et le ministre s'exprimeraient sur ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, il faut beaucoup de discrétion. Nous avons besoin de respecter à la fois les familles qui vivent dans l'angoisse, dans l'attente, ici en France, et puis la vie de tous nos otages. Ils sont un peu trop nombreux. Bien sûr, ils sont au nombre de 15 aujourd'hui, et je crois qu'il faut être très très prudent sur ce dossier. Concernant ces otages qui ont été enlevés dans le nord du Cameroun, il y a eu une revendication cette semaine faite par les ravisseurs de libérer des prisonniers au Cameroun et au Nigeria. Mais selon les spécialistes qui connaissent la région, ils disent qu'en fait, cette revendication de libération de prisonniers, c'est plutôt en fait pour cacher la vraie revendication qui serait une demande de rançon. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce qu'il y a une demande de rançon qui a été faite par ces ravisseurs ? Est-ce qu'on peut penser que c'est leur réelle intention ? Écoutez, je ne vous en dirai pas plus. Nous avons un seul objectif qui est que nos otages soient libérés le plus vite possible. Nous y travaillons. Nous travaillons avec les autorités camerounaises et nigériennes. Je crois que la coopération, en tout cas, est excellente et nous attendons d'obtenir cette libération et de réaliser cet objectif. Alors l'objectif, c'est la libération et en même temps, on a l'impression qu'il y a eu un petit changement de doctrine vis-à-vis des otages depuis l'arrivée de François Hollande, qui a un discours de fermeté, on ne négocie pas. Est-ce que cette doctrine-là, elle tient à partir du moment où il y a des enfants qui sont... Elle tient pour les Américains, pour les Anglais, pour les autres nationalités qui pourraient être ciblées comme le sont les Français aujourd'hui, avec une fermeté exprimée depuis bien longtemps, bien avant nous. Et je pense qu'il est important de tenir ce discours-là et de bien montrer que, en effet, les Français ne sont pas des cibles faciles. La France n'est pas là pour... payer des rançons et bien sûr qu'il faut... Et en même temps, elle l'a fait par le passé. Elle l'a fait plusieurs fois. Mais elle ne le fait plus. Aujourd'hui, elle ne paiera plus rançon. Le discours a changé. Nous pouvons espérer...
eh bien, nous pouvons espérer justement que ce discours-là sera dissuasif pour ceux qui voudraient cibler les Français. Mais dans les faits, la France ne paiera pas de rançon, y compris pour des enfants enlevés au Cameroun. Écoutez, le discours du président de la République est assez ferme, il est assez clair, je crois. Donc, il faut nous y tenir. Qu'est-ce qui a motivé ce changement en fait, d'attitude de la France ? Ce qui a motivé ce changement, eh bien, c'est le fait que, vous savez, les Français, comme je disais, sont bien trop nombreux aujourd'hui détenus comme otages, nombre de 15, plus nombreux que d'autres nationalités. On sait que les Occidentaux sont ciblés, bien sûr. Et donc, il était important pour nous de nous caler sur ce qui est fait et ce qui marche pour les autres pays qui, comme nous, peuvent avoir des ressortissants exposés. Avec cette intervention au Mali, est-ce que donc le niveau d'alerte concernant les Français à l'étranger s'est nettement élevé ? Est-ce que vous avez formulé, on le sait, un certain nombre de recommandations, bien évidemment, mais est-ce que pour vous, il vous semble que le niveau d'alerte pour le risque pour des Français à l'étranger d'être enlevés est passé à une vitesse supérieure depuis l'intervention française au Mali ? Non, vous savez, nous avons un protocole assez bien établi pour la sécurité de nos ressortissants, où qu'ils se trouvent sur la planète. Nous sommes en relation constante avec les postes. Je téléphone très régulièrement à nos chefs de poste, aux ambassadeurs, pour faire le point. Nous avons un centre de crise qui est le PC opérationnel au Quai d'Orsay, et nous recoupons tous les renseignements possibles pour être au plus proche de la réalité et de faire évoluer les mesures que nous devons prendre en matière de sécurité au plus proche de cette évolution de la situation. Prenons le cas du Cameroun, par exemple. Qui n'était pas classé à risque. On s'attendait à ce qu'il y ait des enlèvements au Cameroun. Bien sûr que non. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de mesures de sécurité particulières. Mais dès lors qu'il y a eu cet enlèvement, bien sûr, automatiquement, nous avons fait basculer, nous avons un système de couleurs, jaune, orange et rouge. Rouge étant, bien sûr, où nous déconseillons à nos ressortissants d'aller dans ces zones. Mais il faut qu'il y ait une menace avérée. Nous pouvons les anticiper. Nous avons bien sûr, au niveau de la sécurité passive, en tout cas des emprises françaises, effectué certains travaux, notamment pour les établissements scolaires à Bamako, à Niamey, où je me suis rendue il y a une quinzaine de jours pour justement évaluer sur le terrain la menace et voir si la sécurité passive et active, c'est-à-dire les autorités locales qui peuvent assurer la sécurité de nos établissements, de nos ambassades, de nos consulats, soit bien assurée. Il y a combien de pays classés en zone rouge aujourd'hui ? Il n'y a pas de pays classés en zone rouge, il y a des zones rouges sur certains pays. Le Niger, par exemple, a la partie nord du pays qui est classée en zone rouge et la partie sud en zone orange. Je me suis aussi rendue en Libye, qui malheureusement était en zone rouge. Quand j'y suis allée, les hommes d'affaires français, enfin notre population française est assez restreinte. Il y a à peu près 250 ressortissants français à Tripoli. Mais l'ambassadeur et les hommes d'affaires que j'ai rencontrés militaient pour que justement la zone rouge passe à une zone orange, ce qui permettrait à d'autres entreprises françaises de venir s'installer, alors qu'il est formellement déconseillé de le faire quand la zone est rouge. Donc vous voyez, nous devons trouver un équilibre. Nous devons trouver un équilibre entre Est-ce que vous avez réévalué la Tunisie, par exemple ? Vous avez réévalué après la prise d'otages très sanglante qui a eu lieu en Tunisie ? Et plus globalement, d'ailleurs, nous pour compléter... mais c'est ce que je vous disais il y a un instant, nous adaptons les couleurs, ce principe-là en tout cas, suivant l'évolution de la situation. C'est-à-dire qu'en effet, quand il se passe quelque chose... Nous adaptons notre sécurité, mais nous pouvons dégrader aussi notre sécurité quand la situation le demande. Et les zones rouges sont assez sécurisées, puisque vous nous expliquez ce qui est la réalité, que c'est aussi bien les forces, c'est pas qu'elles sont sécurisées, nous déconseillons à nos ressortissants d'y aller. Qui assurent cette sécurité. Oui, mais nous déconseillons à nos ressortissants d'y aller. Mais ceux qui sont installés là-bas, il y a des résidents. Au Mali, on sait qu'il y a 4815 Français enregistrés.
enregistrés, plus 1500 qui ne sont pas enregistrés. Oui, donc mais ça fait 6000 personnes. Ils sont majoritairement à Bamako aujourd'hui, qui n'est pas en zone rouge. Pas en zone rouge, d'accord. Donc les Français qui se trouvent en Afrique, parce que tous les pays qu'on vient de citer sont tous en Afrique d'ailleurs, subsaharienne, oui, nous avons au 60 Maghreb. 000 Français. Et en effet. à part l'Afrique, est-ce qu'il y a d'autres zones rouges dans le monde ? Non, mais nous avons certaines zones où nous demandons à nos ressortissants d'être vigilants, un peu plus vigilants qu'ils pourraient l'être en Europe, notamment en Asie. La mort d'Abou Zaïd, leader d'AQMI, a été annoncée jeudi soir et Paris n'a pas confirmé. Non, en effet. Je crois que le ministre de la Défense le fera dès qu'il aura validation de cette information. Il faut faire très attention à la publication d'annonces. Il y a des sources de renseignements qui confirment auprès de médias français. Il y a la télé algérienne qui l'a annoncé. Oui, mais si le ministre de la Défense ne l'a pas fait, c'est qu'il n'y a pas eu confirmation. Donc il y a incertitude. Oui, tant que le ministre ne l'a pas confirmé, il n'y a pas eu validation de cette information. Et comment vous confirmez qu'il y a eu une opération d'ampleur qui a eu lieu avec une quarantaine d'islamistes tués? Oui, ça vous le confirmez? Absolument. Et l'opération française va se poursuivre, d'après vos informations, encore combien de temps au Mali? Est-ce qu'il y a une date butoir qui a été arrêtée? Écoutez, il n'y avait pas de calendrier pour l'intervention au Serval au Mali. Il y avait 3 phases. La première qui était de sécuriser Bamako, ce qui a été fait assez rapidement. La deuxième, de libérer d'un retrait en mars. De libérer les villes du nord et ensuite de pouvoir affaiblir au maximum les djihadistes qui se trouvent, eux, maintenant rassemblés dans la région du nord du Mali. La troisième phase est en marche. Le développement, M. Canfin, qui est ministre du Développement, est allé à Bamako récemment aussi, où nous avons aujourd'hui cette troisième phase qui est bien enclenchée, à savoir que nous allons travailler à la reconstruction du pays, à l'intégrité territoriale. Mais ça, c'est pas la phase militaire opérationnelle, là, c'est reconstruire le pays, c'est de la logistique. Oui, mais les opérations sur le terrain. On considère déjà que nous avons avancé suffisamment pour pouvoir commencer à reconstruire le pays, avec des élections qui doivent se tenir avant le mois de donc, juillet. On parle plus de retrait. Avec une commission. On ne parle plus de retrait pour l'instant. Le mot n'existe plus. Le retrait se fera quand la troisième phase sera terminée. Et ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs mois, en effet. Voire la fin de l'année. Ça peut être Non, on parle du mois de mars, du mois d'avril, pour commencer à retirer les forces françaises. L'idée étant que les forces de la MISMA remplacent les forces françaises. Nous avons vocation à passer le relais dès lors que les Nigériens, les Tchadiens, tous ceux qui doivent former cette nouvelle force africaine et prendre le relais soient bien présents. Bien, on arrive au terme de cette première partie. On a beaucoup parlé des opérations extérieures. On va parler après de la fiscalité des Français installés à l'étranger. On laisse juste passer le rappel des titres et on se retrouve dans quelques instants. Le grand rendez-vous politique du dimanche soir, c'est le grand jury RTL, LCI, Le Figaro. 3 grands médias s'associent pour interviewer pendant 1 heure un grand nom de la politique ou de la société civile. Le grand jury, c'est dimanche à 18h30 et c'est sur LCI. Vous avez créé vous-même votre entreprise. Alors pourquoi pas votre site web ? Choisissez parmi de nombreux designs spécialement adaptés à votre activité. Vous pouvez tout personnaliser et tout actualiser vous-même, à tout moment. Intégrez des applications professionnelles et reliez votre site aux réseaux sociaux. Avec les outils de référencement, tout le monde pourra vous trouver. Le site web à concevoir soi-même. oneandone.fr. Comme chaque année, les Restos du Cœur ont besoin de nous. Grâce à nos dons, nous allons pouvoir aider ceux qui ne peuvent plus acheter de quoi se nourrir. Avec la distribution de 115 millions de repas, c'est plus de 870 000 personnes qui trouveront une aide et un soutien grâce aux bénévoles, grâce à nous, grâce à vous. Merci d'adresser vos dons au Restos du Cœur, 75 515 Paris, CEDEX 15.
Le rappel des titres sur LCI. Abu Zaïd, l'un des principaux chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a-t-il été tué? Selon des sources sécuritaires, le terroriste et une quarantaine de ses hommes seraient morts dans une offensive aérienne et terrestre menée par des troupes françaises et tchadiennes au nord du Mali. L'opération militaire remonterait à plusieurs jours. Qui succédera à Benoît XVI? L'ancien souverain pontife a fait ses tout derniers adieux hier aux cardinaux et aux fidèles. Le Saint-Siège est désormais vacant. Les cardinaux vont entamer des congrégations générales, autrement dit les discussions qui précèdent le conclave. 115 cardinaux électeurs vont désigner le nouveau pape. Les restaurants Flunch ont-ils servi de la viande avariée? La justice soupçonne l'entreprise Castelviande, spécialiste de la découpe de viande bovine, d'avoir vendu des steaks non consommables à la chaîne de restaurants. Castelviande fait l'objet d'une enquête préliminaire pour tromperie sur la qualité et falsification de documents. Trop lourd, trop coûteux et pas du tout adapté. C'est le bilan que tire la magistrature de l'expérimentation des jurés populaires en correctionnel. L'une des réformes emblématiques du quinquennat de Nicolas Sarkozy va sans doute bientôt être enterrée par Christiane Taubira, la garde des Sceaux. La disparition de Daniel Dark à l'âge de 53 ans, ancien chanteur de Taxi Girl, un groupe mythique des années 80. Ce rocker écorché vif avait poursuivi une carrière solo discrète avant de renouer avec le succès en 2004. C'est l'incontournable Chercher le garçon qui aura marqué toute une génération. Restez avec nous à suivre sur LCI la seconde partie d'À l'épreuve des faits. Philippe Ballard reçoit Hélène Conway, ministre déléguée en charge des Français de l'étranger. Télévision, radio, internet, les nouvelles émissions, les arrêts d'émissions, les transferts, tous ceux qui font l'actu média sont chaque semaine dans la Médiasphère, le rendez-vous média de LCI. C'est le cap et le rythme. C'est le redressement de la France. Invité d'À l'épreuve des faits cette semaine, Hélène Conway-Mouret, ministre des Français à l'étranger, pour vous interroger Mathieu Croissando du Parisien et Frédéric Delpech. On va en venir à ces Français qui vivent dans le monde. On va regarder tout d'abord où ils se trouvent, quelle est leur répartition. Le nombre est en constante progression, c'est déjà une première tendance. On le voit, de 2006 à 2011, ils sont passés de 1 250 000 à 1 560 000. Et si on ajoute les non-enregistrés, l'estimation haute parle de 2 500 000 Français résidant à l'étranger. Les 20 pays à présent qui accueillent le plus de Français, dans l'ordre, on ne va pas tous les citer, mais c'est tout d'abord la Suisse, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Canada, Israël, Italie, Maroc. On regarde également leur âge. Ce sont majoritairement des personnes actives. Alors, la question est toute simple en fait. Avoir autant de personnes le plus souvent actives qui partent à l'étranger, est-ce que c'est pas le signe que l'on considère que l'avenir se trouve à l'étranger et pas en France? Mais non, c'est une vision très journalistique, vous allez me dire. Non, mais non, je crois, c'est occulter le fait que la globalisation existe, la mondialisation aussi, et que aujourd'hui nous avons des Français qui, comme les autres, partent à l'étranger parce que la mobilité est facilitée. Aujourd'hui, on peut se déplacer de façon peu onéreuse. On a la possibilité pour les jeunes d'étudier à l'étranger et parfois de prendre goût justement à cette expérience internationale qui fait que l'on revient en France parce que ces jeunes qui sont partis reviennent. Il faut savoir que l'expatriation dure en moyenne entre 3 et 6 ans. Certains trouvent leur autre moitié dans le pays de résidence et ils restent un petit peu plus longtemps. Mais de façon générale, ils rentrent en France. Ils rentrent en France avec des compétences linguistiques qu'ils ne possédaient pas forcément en partant, une expérience internationale qui est quand même très prisée par les employeurs. Ce ne sont donc pas que des exilés fiscaux ou certains qui considèrent qu'il y a trop de barrières administratives en France pour monter leur entreprise? Oh, vous savez, il y a certains cas qui sont outrageusement médiatisés et qui ne reflètent pas du tout le profil des Français que je rencontre. 2,5 millions de Français, c'est Paris intramuros déployé sur l'ensemble de la planète. Il y a combien d'exilés fiscaux sur ces 2,5 millions?
quelques milliers qui se trouvent en effet dans les pays limitrophes de la France. Mais là, pour le coup, je crois qu'il serait bon de réfléchir au niveau européen à ces paradis fiscaux, à ces pays où il pourrait y avoir une harmonisation avec la France et qui les rendrait un peu moins attractifs. Là, vous visez la Belgique ou la Grande-Bretagne, par exemple ? Entre autres. Mmh. Alors, on va en venir à la fiscalité, puisque là, ça démange tout le monde, comme l'on dit. Les temps sont durs pour les finances publiques, c'est un secret de Polichinelle. Jérôme Cahuzac recherche 6 milliards d'euros supplémentaires. Les Français installés à l'étranger doivent-ils contribuer à l'effort, notamment les exilés fiscaux, ça y est, on y vient, comme le suggérait d'ailleurs Jérôme Cahuzac, c'était au mois de décembre, on va lire ce qu'il disait au Sénat, la seule façon d'éviter l'exil fiscal serait d'éviter que ceux qui décident de vivre à l'étranger s'exonèrent des obligations fiscales en France. Nicolas Sarkozy d'ailleurs avait émis la même idée en mars 2012, est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, tout d'abord, il existe des conventions fiscales entre les pays. Ceux que je rencontre payent leurs impôts, ce qui était mon cas, mon temps de résidence en Irlande. J'étais professeur d'université et j'étais payé par l'État, j'étais donc fonctionnaire et j'ai toujours payé mes impôts en Irlande. Alors après, c'est vrai que si on voulait imposer le système américain qui fait que tout citoyen américain paye la différence entre les impôts qu'il paye localement et ce qu'il aurait payé aux États-Unis, il faudrait mettre un système en place incroyablement compliqué. Je crois qu'il prendra d'abord du temps. Et je ne suis pas certaine qu'il rapporte énormément. Vous savez, les Français qui vivent à l'étranger, déjà, contribuent à hauteur de 500 millions d'euros par an au redressement du pays, par toutes sortes d'impôts. D'abord, il y a ceux qui travaillent à l'étranger, mais qui payent leurs impôts en France, un certain nombre. Et puis, il y a ces Français aussi qui possèdent des maisons et qui payent les impôts locaux, et qui passent du temps aussi. Il y a d'autres moyens de faire pression sur des expatriés fiscaux qui avaient été envisagés d'ailleurs à une époque par la gauche, sur pas la déchéance de nationalité, mais en tout cas la suppression d'un certain nombre de droits. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas. La résidence et la fiscalité ce sont des choses qui sont liées. Ce n'est pas parce qu'on est français et qu'on perdra de sa nationalité française que l'on devrait payer des impôts. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. La nationalité et la fiscalité ne sont pas du tout liées. C'est le lieu de résidence qui est important. Pour revenir sur Jérôme Cahuzac, quand il a cette phrase au mois de décembre au Sénat, est-ce que c'est toujours d'actualité de faire contribuer davantage, puisqu'il, vous venez de nous l'expliquer, contribue déjà, mais à cet effort qui est demandé à tous les Français résidant dans l'Hexagone, dans les dom-toms? C'est à Jérôme Cahuzac de trouver les solutions et de les proposer s'il souhaite en effet. Et ça vous paraît une idée concevable, séduisante, elle n'est pas séduisante forcément pour les Français de l'étranger qui, comme moi par exemple, payaient déjà beaucoup d'impôts à hauteur de 47% de ce que je touchais à la source. Il y a un cas qui passionne beaucoup les Français, c'est bien sûr celui de Gérard Depardieu. Et on assiste tous les jours à des échanges. Alors on a vu par exemple hier François Hollande en déplacement en Russie avoir une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue auprès des journalistes. Il expliquait que ce serait que la France était prête à accueillir un certain nombre d'investisseurs russes et qu'il faudrait qu'il y en ait plus d'ailleurs qui viennent en France. Et puis il disait d'ailleurs nous laissons bien des personnalités venir en Russie. Donc tout le monde a compris l'allusion à Gérard Depardieu, lequel Gérard Depardieu lui a fait une interview pour dire qu'il n'accrochait pas avec François Hollande, qu'il le trouvait, je cite, ouvrez les guillemets, pas assez voyou, plutôt fils à papa. Est-ce que ce feuilleton Depardieu n'est pas de nature finalement à porter une sorte de coup de projecteur sur ces exilés fiscaux ? Oui, certainement, mais moi je le déplore, comme je vous disais il y a un instant, 2,5 millions de Français à l'étranger qui travaillent avec, si vous prenez tous ces Parisiens qui seraient déployés dans le monde entier, eh bien vous avez le même profil socio-économique de ces Parisiens que vous trouveriez dans tous les arrondissements. Pourquoi François rajoute alors dans ce déplacement en Russie, pourquoi est-ce qu'il évoque à nouveau ce cas Gérard Depardieu ? Vous savez, David Cameron avait dit qu'il déroulerait le tapis rouge pour les Français à Londres. Laurent Fabius il y a de cela quelques jours dit que nous étions prêts à dérouler le tapis rouge pour les entrepreneurs anglais qui viendraient en France si le Royaume-Uni décidait de sortir de la zone euro, ce qui serait quand même un coup de poignard terrible pour tous les hommes d'affaires anglais. Donc là, il y a quelques échanges. L'exil fiscal a-t-il augmenté depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée ?
Alors, nous n'avons pas de chiffres. Vous savez, il était déjà engagé depuis bien longtemps. Je crois que le bouclier fiscal n'a pas eu le résultat attendu. Les chiffres, nous avons regardé quand on interroge des fiscalistes, quand on interroge parfois même des DRH dans des grands groupes. Oui, c'est ce qu'on nous dit, mais nous n'avons pas. Et je vous réponds très sincèrement, nous n'avons pas de chiffres précis pour vous dire que depuis l'arrivée de François Hollande, d'un seul coup, nous avons une courbe ascensionnelle de personnes qui partent pour ces raisons-là. Parce que Pierre Moscovici dit qu'il n'y a pas d'exil fiscal massif. Mais non. Il y en a un, il y a l'exil fiscal qui continue quand même. Mais la mobilité, et vous le savez aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, et c'est là que se trouve la moitié des Français établis hors de France. La mobilité est facilitée par le fait que nous sommes dans un espace Schengen où on ne demande pas à la frontière pourquoi un Français va s'installer en Belgique, au Royaume-Uni, en Irlande ou ailleurs. Donc, je ne crois pas que ceux qui ont envie, en effet, de se retrouver dans cette catégorie d'exilés fiscaux aient envie de le déclarer très largement. Donc, il est très difficile de savoir pourquoi les personnes, enfin, à part celles qui sont enregistrées dans une université ou qui travaillent, se retrouvent à l'étranger. Mais on vous sent quand même démuni, l'administration aussi, face à ce phénomène d'exil fiscal. Est-ce qu'il est pas il est marginal qu'il y ait une vraie volonté politique déjà française et européenne pour y mettre fin, absolument, au moins régulier. Bien sûr, mais c'est ce que je vous disais. Oui, mais d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Oui, enfin, la volonté, il y a 27 pays, donc je crois que la France a exprimé plusieurs fois sa volonté, justement. On peut exprimer des souhaits, comme François Hollande qui disait le yuan. Il faut qu'il soit partagé pour pouvoir avancer. Et à l'arrivée, il ne se passe rien. Oui, mais il faut qu'il soit partagé pour pouvoir avancer. Donc c'est pas de mal avec la France, pour l'instant, était peut-être un peu seule, mais peut continuer à le dire et le redire et convaincre en tout cas les premiers intéressés. Une question beaucoup plus politique, puisqu'on a vu cette année avec donc les élections législatives l'arrivée d'un certain nombre de députés représentant les Français de l'étranger, qui sont au nombre de 7. Non, 11. Voilà. 11 députés, dont 2 invalidés. Voilà, oui. Alors 2 invalidés. Est-ce que ça veut dire que finalement tout n'a pas été bien préparé, que 2 invalidations sur 11, ça fait quand même beaucoup? Est-ce que ça veut dire que il faut leur donner plus de moyens pour faire campagne? Est-ce que c'est encore un système à ajuster? Système à ajuster, certainement. Les 2 invalidations le démontrent. Vous savez, les circonscriptions qui ont été découpées sont très vastes, avec souvent, d'ailleurs, dans certaines de ces circonscriptions, des devises différentes. Donc c'est vrai que tout n'avait peut-être pas été pris en compte quant à la difficulté de la présentation des comptes de campagne, et c'est sur ce point-là qu'il y a eu. Mais ça sert à quelque chose, les députés, est-ce qu'ils ont les Français de l'étranger quand même? Est-ce qu'ils ont vraiment un rôle? Oui, ils sont élus depuis le mois de juin dernier. J'observe leur engagement à la fois sur le terrain et puis aussi au Parlement. Vous avez vu que certains d'entre eux sont rapporteurs de certains projets de loi. Ils sont vraiment très, très engagés. Et puis, localement, oui. Est-ce qu'on a besoin de 11 députés? Ils étaient déjà le monde est vaste, vous savez, 11 députés pour représenter 2,5 millions de Français. Le quota est tout à fait respectable, je pense. Est-ce qu'on a besoin d'un ministre des Français de l'étranger? Oui, parce que c'est quand ça a été créé, le PS criait à l'anomalie, criait à l'outil de propagande, demandait la suppression. Et il avait raison, c'était un outil de propagande, c'était un secrétariat d'État. Il n'y avait pas une équipe, un cabinet comme je l'ai aujourd'hui. Le secrétaire d'État ne siège pas au Conseil des ministres, et c'est une voix, en effet, internationale, avec un regard, je crois, peut-être un peu différent de ce qui se passe en France et de la place de la France dans le monde. Les socialistes ils disaient que c'était une anomalie, qu'on n'avait pas besoin. Non, l'anomalie, c'était de nommer quelqu'un qui n'avait pas d'attribution. Aujourd'hui, mes attributions sont très claires. Je me repose sur une administration qui est la direction des Français de l'étranger, qui s'occupe de l'ensemble de l'administration, donc réseau consulaire à l'étranger, l'AEFE, qui est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc l'ensemble du réseau scolaire, près de 500 établissements quand même, 300 000 élèves, et puis la sécurité des personnes. Les secrétaires d'État qui ont été nommés, M. Douillet et M. Courcial, eux n'avaient pas d'attribution. Leur attribution, en fait, leur rôle était en effet de se déplacer, ce qu'ils ont fait largement dans le monde.
Mais c'est ce que le Parti socialiste a dénoncé à l'époque. Il y avait quand même aussi, nous étions en période de préparation d'élections. Donc vous avez rectifié le tir. Sous Sarko. Mais c'est mieux sous Non, François ce n'est Hollande. pas ça. C'était la mission qui était donnée et la façon dont les nominations ont été faites. On va parler de cette éducation. Une question encore à propos de budget, celui de l'association, de l'Assemblée des Français à l'étranger, 3,4 millions. Est-ce qu'il est justifié en ces temps de disette budgétaire ? Alors, c'est une assemblée que je vais réformer puisque le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres et sera débattu dans une quinzaine de jours maintenant au Sénat. J'ai vocation à moderniser à la fois cette représentation politique avec des élus locaux qui seront organisés en conseil consulaire. Aujourd'hui, nous avons un peu comme les députés, malheureusement, des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger qui servent sur des circonscriptions incroyablement vastes avec des différences démographiques et géographiques très importantes entre elles. Et ça coûtera moins cher à l'arrivée ? Ça coûtera le même prix, mais au lieu d'avoir 155 conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, il y en aura 444. Pas d'économie. En regardant la liste des gens qui sont à cette assemblée, je suis tombé sur Gérard Pélisson, qui est le fondateur d'Accor, très belle réussite, mais qui est aussi un exilé fiscal en Suisse. C'est un peu paradoxal quand même, non ? C'est le président de l'UFE, de l'Union des Français de l'étranger, donc qui est une des deux associations internationales, l'autre s'appelant Français du Monde. Mais il a sa place, donc... Un exilé fiscal qui siège... Il est président de l'association, simplement. Et à quoi elle sert cette association ? Parce qu'au fond, si les Français à l'étranger sont aujourd'hui représentés et au Sénat, comme c'était le cas avant, et à l'Assemblée, on sait que c'était un collège de grands électeurs pour les sénateurs notamment, mais à quoi elle sert aujourd'hui Cette assemblée ? Oui. Cette assemblée sert à conseiller l'administration localement. Et puis, je crois, puisqu'elle se réunit 2 fois par an à Paris, alors c'est vrai qu'il n'y a pas une grande visibilité quant à ses actions, mais elle sert à donner des avis et à travailler sur tous les sujets transversaux qui intéressent les Français de l'étranger. Il faut le considérer, en tout cas, ce que je souhaite faire avec la réforme que j'ai proposée, c'est de créer un CESE international qui apportera, parce que ces gens résident à l'étranger, la réalité de terrain. Alors justement, la réalité de terrain, on va en parler dans un instant avec les questions liées à l'éducation, ce qui intéresse beaucoup les Français à l'étranger. Juste sur cette question de l'éducation, une question sur l'actualité. La réforme des rythmes scolaires, est-ce que vous allez l'appliquer dans les établissements scolaires à l'étranger et comment vous allez vous y prendre ? Elle existe déjà puisque nos établissements scolaires sont calés sur les rythmes scolaires du pays de résidence. Donc ça veut dire on n'est pas concerné. Non, on n'est pas concerné. Ces établissements ne sont pas concernés par la réforme des rythmes scolaires. Pas. Alors on va en venir. Engagement 58 de François Hollande, de sa campagne. Il porte sur le développement des relations économiques avec le sud de la Méditerranée, la fin de la France-Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence. La France-Afrique dans les discours, toujours. oui, quand même. Vous l'avez. Mais dans les actes, peut-être. Ah ben oui aussi. Ah bon, d'accord. Oui. J'ai eu peur que vous me disiez que dans les discours. Non, mais dans les discours, ce qui avait été annoncé, enfin, son discours de Dakar, et puis notre engagement au Mali, avec... ça rompt avec ce qui se faisait avant. Oui. Cet engagement 58 parle également de l'aide à l'enseignement pour les expatriés en fonction de leurs revenus. Alors on sait que le dispositif de prise en charge sans condition de ressources a été supprimé. Oui, le lendemain de ma nomination, d'ailleurs. On a vu ça. Est-ce que cela a entraîné des économies, le fait de changer de dispositif ? Alors, des économies, pas vraiment, parce que ce que nous avons fait, c'est de faire basculer les crédits qui étaient alloués donc, à cette prise en charge sur l'enveloppe des bourses. J'ai réformé de façon substantielle les critères d'attribution de ces bourses. Et là, nous avons les premières commissions locales de bourses qui vont se réunir dans quelques semaines et qui pourront nous donner raison, je l'espère, quant à l'application de ces nouveaux critères. L'idée étant d'aller au plus près à la fois de la réalité des familles, vécues par les familles, et de pouvoir aider les plus démunis. C'est vrai qu'il y avait des injustices absolument criantes que nous avons abolies, enfin annulées. Et je crois que pour la première fois, nous avons aussi une visibilité sur le triennum. Vous savez que le Parlement vote un budget sur 3 ans, avec une enveloppe de bourse
qui augmente graduellement, mais dans laquelle nous devons nous tenir. Alors que la prise en charge qui était appliquée auparavant avait vraiment un effet dévastateur. D'abord, aucune analyse budgétaire n'avait été faite pour la mise en place de cette réforme, et le budget de l'AEFE était en train d'exploser. C'est une enveloppe, mais on ne va pas la réduire pour autant. On ne va pas la réduire, mais on va pouvoir la contenir et surtout pouvoir dépenser les crédits qui ont été votés par le Parlement, alors que l'année dernière, 10 millions ont été pris sur l'aide publique au développement pour pouvoir abonder l'enveloppe des bourses et cette fameuse prise en charge. Donc moi, il était hors de question que j'aille chercher les 23 millions dont on aurait eu besoin cette année sur l'aide publique au développement pour donner une aide à des familles qui n'en avaient pas forcément besoin. Dans vos lettres de cadrage, vous allez recevoir des lettres de cadrage, probablement, pour votre ministère. Oui. Quelles sont les économies que vous allez proposer au Premier ministre ? Alors, les économies sont décidées par le ministre, puisque vous savez que nous sommes 4 ministres délégués et que le budget global du ministère des Affaires étrangères est géré par Laurent Fabius. Une décision, en tout cas, a été prise pour ce qui me concerne, c'est que l'aide à la scolarité et les aides sociales ne seront pas touchées. Par contre, nous devrons faire des économies sur toutes les autres lignes budgétaires. C'est-à-dire que les crédits qui nous sont alloués et qui ont été votés seront les crédits que nous pourrons dépenser pour l'aide sociale et l'aide à la scolarité. On arrive au terme de l'émission, on entend le petit générique. On voulait vous poser, mais rapide pour la réponse, s'il vous plaît. Le mariage pour tous a été adopté à l'Assemblée, on l'a bien compris. Il y a des pays, l'Iran, l'Arabie Saoudite, qui ne voient pas d'un bon œil, le mot est faible, les couples homosexuels. Est-ce qu'il y a un dispositif qui sera prévu pour ne pas se faire refouler tout simplement au poste de police, au poste de frontière, si un couple homosexuel arrive et présente son passeport ? Non, il n'y a pas de dispositif. Vous savez, nous devons respecter ce que chaque pays décide de faire. Il y a aussi 14 pays qui ont adopté le mariage pour tous de façon un peu moins brutale, peut-être, en tout cas avec des débats moins passionnés que ce que nous avons vécu en France. Et ça va arriver au Sénat, il y aura peut-être d'autres débats. Merci beaucoup en tout cas, Hélène Conway-Mouret, ministre des Français à l'étranger. On a fait connaissance avec vous et vos fonctions. Merci beaucoup d'être venu dans l'épreuve des faits. Tout de suite, un nouveau journal sur LCI.